Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour Dimanche en politique avec aujourd'hui Florian Philippot, élu député européen en 2014, conseiller régional. Comment cet eurosceptique se sent-il dans son costume d'eurodéputé? Quel rôle joue-t-il au sein de l'opposition régionale et quels sont ses objectifs pour 2017? Le numéro 2 du FN est notre invité. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Est venu nous rejoindre sur ce plateau Philippe Rivet de l'Est républicain. Bonjour. Bonjour Francine. Évidemment, vous, téléspectateurs, vous pouvez réagir et commenter durant cette émission. Le hashtag s'affiche Dimanche en politique Lorraine. Vous avez été élu eurodéputé en 2014. Vous et vos alliés, vous avez créé un groupe, l'Europe des nations et des libertés. Résultat, plus de temps de parole, plus de subventions. Vous êtes, comme les autres députés, payés par l'Europe. Profitez des ressources de l'Europe pour taper sur l'Europe en permanence. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal ? Non, c'est respecter le mandat qu'on a reçu des électeurs. Moi, j'ai fait une campagne extrêmement claire en 2014 en disant je vais là-bas, je souhaiterais que ça n'existe pas. Moi, je souhaiterais que l'Union européenne n'existe plus, en tout cas telle qu'elle est. Mais j'y vais parce que ça existe, il faut être pragmatique, pour défendre les intérêts de la France, pour récupérer notre souveraineté nationale, qui est quand même l'indépendance des Français, la démocratie. Et c'est exactement ce que nous faisons. Rien dans le projet européen n'a grâce à vos yeux ? Non, il y a eu au départ, je pense qu'au départ, il y avait une idée très saine de coopération entre les nations et c'est vers ce modèle-là qu'il faut de nouveau tendre. J'ai beaucoup d'admiration pour le traité de l'Élysée, De Gaulle, Adenauer en 63. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'on a fait avec Ariane Espace, avec Airbus, c'est-à-dire des projets industriels intéressants, les déplacements des jeunes qui vont faire des études à l'étranger. Tout ça, c'est très très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, c'est vraiment une petite poignée de technocrates pas élus à Bruxelles, sous l'influence de lobbies bancaires, de lobbies financiers, de multinationales, qui décident pour l'avenir de centaines de millions de personnes et qui décident contre la démocratie. Mais concrètement, quelle est votre implication réelle dans les dossiers européens? Si je prends par exemple les statistiques du Parlement, vous êtes peu présent tout de même, 66% de taux de présence par exemple en plénière. C'est peu par rapport à d'autres députés européens. La moyenne se situe aux alentours de 80%. Ça veut dire que les questions européennes ne vous passionnent pas plus que ça? Premier tiers systématiquement des députés français au Parlement européen. Premier tiers. C'est vérifiable sur Map Ranking qui chaque semaine... C'est une comparaison un peu osée parce qu'on sait globalement que les députés européens français sont peu présents. Vous êtes parmi les moins présents des... Ah non, c'est pas vrai. Non. Je suis présent à chaque session plénière. J'y étais encore il y a peu. On en a une dans 8 jours. Parce que ce sont les taux de présence qui sont communiqués par le Parlement européen. Beaucoup de questions écrites, beaucoup d'amendements, beaucoup de propositions de résolution, beaucoup de vraiment d'interventions utiles sur le fond des débats, beaucoup plus que d'autres députés. Je crois qu'on est très très présents. D'ailleurs, les députés... Mélenchon, par exemple, est à 85%. Vous savez que les deux députés français les plus présents, qui ont les meilleurs taux, sont de notre groupe, et sont même du Front National. Et ce sont les députés français les plus présents, notamment Dominique Bildt, Sophie Montel, qui sont d'ailleurs élus de ce Grand Est, qui était sur ma liste. Donc, vous voyez, on est très très actifs. Et c'est vrai qu'on essaie... de se battre contre des monstruosités qui sont là-bas. Il y a quand même des projets très très le mot n'est Sophie pas Montel, un peu fort, par exemple, des monstruosités. Travaille sur des rapports. On y reviendra, mais pour moi, vous ne travaillez pas sur. Vous n'avez aucun rapport, par exemple. Sophie Montel, elle travaille sur des dossiers. Elle a des rapports. Vous non, par exemple. Moi, je fais beaucoup de propositions, d'amendements, de résolutions. Si, c'est du travail. C'est beaucoup de travail tout ça. Et je crois que c'est du travail extrêmement utile que d'autres ne font pas et que nous essayons nous de porter pour bien tenir ce mandat. C'est-à-dire comment se battre face à une commission arrogante, face à des gens qui ont renoncé à la souveraineté nationale, des gens qui écrasent les résultats des référendums ou qui font tout pour qu'il n'y ait pas de référendum dans les pays européens pour défendre la liberté des Français. Face à l'accueil des migrants ou la répartition des migrants, moi j'ai vu les députés de l'UMP républicains voter pour la répartition des migrants dans les communes de France au Parlement européen. Alors qu'ensuite, ils vont faire le tour des plateaux en disant le contraire. Alors qu'au Parlement européen, avec le Parti socialiste, ils ont voté pour. Je vois ce qui se passe avec le traité transatlantique. Le TAFTA. François Hollande roule des mécaniques en nous disant on va bloquer tout ça parce que la France n'est pas d'accord. J'aimerais. Sauf que la France a transféré sa souveraineté commerciale à la Commission européenne. Et donc, M. Juncker lui a répondu, le président de la Commission lui a répondu non, on continue. On continue parce qu'il faut libéraliser l'agriculture, l'industrie, aligner les normes vers les normes américaines, c'est-à-dire les OGM, le bœuf aux hormones, etc. C'est ça que je vois au Parlement européen. Et nous, on essaie de se battre contre ça, contre ces dérives, et pour plus de France, plus de liberté, plus de démocratie. Ceci dit, le Parlement européen, au fil des années, a quand même plus de pouvoir par rapport à la Commission. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Il y a quand même un certain nombre de députés qui portent des dossiers, c'est peut-être moins médiatisé, parce que c'est très complexe.
Donc vous ne pouvez pas dire que tout le pouvoir est maintenu dans les mains de la Commission. Il y a quand même des politiques, il y a quand même des conseils des ministres. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une nécessité qui s'impose de gérer un certain nombre de dossiers au niveau européen ? Non, mais la Commission a l'essentiel des pouvoirs parce qu'elle a le monopole de l'initiative. C'est-à-dire que c'est elle qui décide de quoi vous allez discuter. Donc c'est un pouvoir phénoménal, beaucoup trop important, surtout que je rappelle que ces gens de la Commission ne sont pas élus. Et qu'il y a eu beaucoup de scandales récents. M. Barroso qui part chez Goldman Sachs, tel commissaire à la concurrence dont on apprend qu'elle gérait Quand on parle une du scandale, société offshore, etc. Vous échappez pas au scandale quand même, parce qu'il y a quand même une enquête judiciaire concernant un certain nombre d'attachés parlementaires de députés européens du Front National. Écoutez, ça c'était Monsieur Schulz qui était venu avec sa liste la veille des cantonales, je crois, des départementales, pour nous expliquer que nos assistants apparaissaient sur l'organigramme du Front National, qui est un organigramme qui n'est pas un organigramme de salariés ou quoi que ce soit, c'est un organigramme politique. Vous démentez ? Je crois qu'il s'est pris. Non, mais certains apparaissaient sur l'organigramme. Ils ont le droit d'être militants, ils ont le droit d'avoir une activité politique à côté. C'est même plutôt mieux quand on est assistant parlementaire. Donc Monsieur Schulz s'est pris les pieds dans le tapis. Encore une fois. Enquête a été ouverte quand même par l'OLAF. Oui, forcément. Tous ces gens-là, c'est la même caste, c'est la même petite clique. Donc les copains de M. Schulz, qui est un grand copain de M. Valls et de Mme Taubira, font tout pour aller contre l'opposition démocratique au Parlement européen. Vous avez plus de considération pour la justice que François Hollande ? C'est pas la justice, ça, tout ça, l'OLAF, tout ça, c'est pas la justice, c'est le système interne du Parlement européen, et c'est la même petite clique qui essaie de se défendre. Je connais bien le système, et je peux vous dire que c'est un système qui est à bout de souffle, en bout de course, et qui essaie de se maintenir coûte que coûte. Mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a un énorme problème avec cette Union européenne, dont on voit bien que lorsqu'il y a eu le vote sur le Brexit, on a vu au Parlement européen des européistes, des eurofanatiques insulter les Britanniques, leur promettre des années de souffrance, de douleur, souhaiter cette souffrance. Or, ça se passe bien. Oui et non, parce que la livre a baissé. Aujourd'hui, l'Écosse demande l'indépendance. Elle a peur de perdre de l'argent. Elle a peur de perdre des emplois, puisqu'elle dit clairement qu'elle craint de perdre 80 000 emplois à cause du Brexit. Alors, vous savez, il y a toujours eu des rapports, y compris pendant la campagne référendaire là-bas, donc avant le vote du 23 juin, beaucoup de rapports de banques qui expliquaient que ça sera la catastrophe. Donc, on nous dit toujours, des prévisions disent que ce sera la catastrophe. Ça, c'est des prévisions de banques. Sauf que quand vous regardez la réalité, baisse du chômage. On aimerait avoir la même chose en France. Augmentation de l'investissement, augmentation des exportations et du tourisme, notamment effectivement grâce à la baisse de la livre, qui est une très bonne nouvelle pour l'économie britannique. Le FMI disait que la livre était trop forte. Augmentation de la confiance comme jamais des PMI, des PME, des petites entreprises. Et un souffle de liberté. C'est quand même formidable de vivre dans un pays qui, de nouveau, peut décider souverainement d'interdire ou pas les OGM, d'avoir des frontières nationales ou pas. L'isolation, s'isoler, c'est un souffle de liberté ? Ils ne s'isolent pas du tout. Il y a des dizaines de pays du monde qui sont venus frapper à leur porte dès le lendemain du Brexit en disant on veut négocier avec vous des accords commerciaux. Non, mais s'isoler par rapport à ses voisins, ça va quand même pas être très simple. Moi, je vais vous dire, je pense que les seuls qui s'isolent en ce moment, c'est Mme Merkel, c'est ce système-là qui devient complètement fou, qui veut accueillir des millions de migrants, qui veut imposer l'austérité, un programme très dur économique et social de mort aux pauvres aux Européens. C'est cette zone-là qui sombre dans la sous-croissance, dans le chômage de masse et dans l'isolement. La protection, par exemple, des frontières en Europe, ça avance. Il y a une agence européenne de garde-côtes et de garde-frontières qui a été inaugurée cette semaine, avec à terme entre 1500 garde-côtes et 2500, avec des moyens. Ils auront des radars, des hélicoptères. C'est un geste fort quand même pour sécuriser les frontières. Pour 14 000 kilomètres de frontières extérieures qui dépendent de pays, par exemple, comme la Grèce, qui sont des pays très affaiblis. Aujourd'hui, on voit bien que ça n'est absolument pas suffisant. Moi, je suis très partisan, comme une majorité de Français, et depuis longtemps, du rétablissement de nos frontières nationales. Ce qui ne veut pas dire une fermeture, ce qui veut dire avoir tout simplement déjà des frontières. Avoir la possibilité de faire du contrôle aux frontières pour filtrer, cibler, notamment l'immigration clandestine, les flux de criminalité, les trafics d'armes, Justement, etc. ces clandestines, ils ne vont pas passer par les passages officiels. De toute façon, ils passent par où ils peuvent passer. Mais s'il n'y a pas de contrôle, c'est certain qu'ils passeront comme dans du beurre. Au moins, s'il y a des contrôles, je ne dis pas qu'on aura tout le monde, mais au moins, on pourra filtrer une bonne partie et éviter de voir des flux de trafic, des flux qui enrichissent des mafias, des flux de criminalité se déverser sur notre pays sans aucun contrôle possible parce que nous avons remis nos frontières à l'Union européenne qui en a fait n'importe quoi. Vous parliez de certains accords, le CETA, le TAFTA, l'économie de marché qui sera ou non reconnu à la Chine. Pour vous, tous ces échanges commerciaux, ça ne peut pas créer quelque part un peu de richesse ?
L'échange commercial, déjà, on le connaît depuis des siècles, et bien sûr que c'est bien, et nous on est favorable à exporter un maximum. Mais moi je regarde les faits. Depuis qu'on nous vend comme une idéologie les accords de libre-échange total et l'euro, la part de la France dans le monde en matière de part de marché, d'exportation, n'a cessé de baisser. C'était un peu plus de 6% il y a plus de 10 ans, aujourd'hui c'est 3% de part de marché dans le monde. Alors je me dis que ça n'est pas la bonne solution, et qu'au contraire ça détruit de l'emploi. On parle quand même vous parlez du CETA. Le traité avec le Canada, Union européenne-Canada. Il doit être signé normalement le 27 octobre. Alors, j'espère qu'entre-temps, la Wallonie résistera, puisque notre dernier espoir vient de la Wallonie, qui pour l'instant... Oui, qui pourrait bloquer justement cet accord. Qui refuse ce traité. C'est un traité, il faut quand même le savoir, qui mettrait en place des tribunaux privés, donc au bénéfice des multinationales, qui mettrait en place l'alignement, comme le traité transatlantique, avec les États-Unis, qui mettrait en place l'alignement vers le bas des normes sanitaires, des normes de sécurité alimentaire, qui ouvrirait grand les marchés. Si on tirait par exemple les normes vers le haut, vous seriez d'accord? Oui, mais ce n'est jamais ce qui se passe. Ça n'est jamais ce qui se passe. Non, mais les négociations, c'est forcément un compromis, les négociations. Ah non, mais là, le compromis, c'est un compromis américain, c'est-à-dire, ou canadien, ou nord-américain en tout cas. C'est-à-dire qu'on tire tout vers le bas. Donc on va avoir du bœuf aux hormones, du poulet lavé à l'eau de Javel, etc. Moi, je ne veux pas de ça dans nos assiettes. Voilà, c'est tout. Et si les consommateurs ont le choix, d'après vous, ils vont choisir pas forcément les meilleurs produits? Ils n'auront plus forcément le choix, parce qu'il y aura une pression terrible sur les exploitations agricoles françaises, qui sont déjà soumises à une crise agricole terrible. Donc elles vont disparaître. Et on n'aura plus à terme que ces produits-là bas de gamme et de mauvaise qualité pour la santé. Non, c'est un vrai sujet, et je pense qu'on devrait récupérer notre souveraineté, parce que ce n'est pas normal que ce soit une Commission européenne qui décide pour nous. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore franchement défendable, rationnellement défendable, de dire on va mettre des barbelés partout, on va s'isoler, on va revenir à la souveraineté gauloise, on va résister à l'envahisseur? Est-ce que c'est franchement pas une vision apocalyptique qui est vraiment caricatural? Monsieur Rivet, que vous manquez de sens de la mesure, parce que vous ne m'avez pas entendu dire cela, et vous savez très bien, vous êtes plus intelligent que ça pour savoir que je dis simplement, on doit pouvoir avoir des filtres et des frontières comme 95% des pays du monde, et notre souveraineté nationale. Vous savez que la souveraineté nationale, c'est une exigence de notre Constitution. Il est écrit que normalement les partis politiques doivent défendre la souveraineté nationale. C'est écrit dans la Constitution française de la Ve République, ça n'est pas respecté par les autres partis. Le Front National, lui, respecte cet aspect-là. La souveraineté, c'est l'autre nom de la démocratie. Parce que si vous votez pour rien, si vous votez pour des gens qui n'ont pas le pouvoir, pour des pantins, comme on le fait depuis des années, alors il n'y a plus de démocratie. Vous participez au système quand même, parce que vous présentez là, donc vous faites partie des pantins. Évidemment qu'on se présente, mais on se présente pour changer radicalement les choses, avec des objectifs clairement affichés. Enfin, il reste le statut de l'économie de marché de la Chine. Il faut le refuser, parce que déjà on se plaint de perte d'emploi dans la sidérurgie, dans l'industrie française, la désindustrialisation. Et vous ne croyez pas qu'il va y avoir des représailles de la part des Chinois ? Notamment dans notre région, la désindustrialisation est massive, et il est évident que si on accorde ce statut à la Chine, eh bien on sera soumis à une concurrence déloyale absolument intenable. Alors, vous avez été élu au conseil régional. Vous êtes président du groupe Les Patriotes Front National de la région Grand Est. Avec 46 élus sur 169, votre groupe est la première force d'opposition. Comment vous jugez les premières actions du président Richert ? On est même la seule force d'opposition en réalité, puisque le Parti socialiste et la majorité de M. Richert votent tout. Dans 99% des cas, ils votent les choses ensemble. Donc on est la seule vraie opposition. Ils ont 19 conseillers régionaux quand même. Oui, ils en ont 19, mais ils votent tout ensemble. Et d'ailleurs, ils ne voulaient pas être candidats. Vous vous souvenez de tout ce tintouin où ils avaient essayé de se retirer au bénéfice de M. Richert. Bon. Mais vous avez, il y a eu un peu le plafond de verre quand même. Vous étiez en tête au premier tour. Vous avez pas été capable de rassembler au deuxième pour vous faire élire. On a fait un score qui était historique. Et on avait face à nous tout le système, toute la caste. Et je crois que les Français ont bien vu qu'il y avait un système qui se défendait. Dans votre rhétorique, c'est quand même assez surprenant. Vous attaquez le système, mais vous y participez largement. Vous faites partie de ceux qu'on appelle les cumulards. Vous êtes député européen, vous êtes conseiller régional, vous êtes d'ailleurs peu présent à la région. On ne vous voit pas forcément pour le budget. Vous faites pas partie, vous êtes président du groupe, vous faites pas partie de la commission permanente. C'est quand même le cœur du réacteur. C'est quand même un peu étonnant. Il ne faut pas me reprocher dans la même phrase d'être cumulard et de pas vouloir être dans la commission permanente justement pour pas l'être. Vous engagement jusqu'au bout. Là. Vous pouvez pas tout mélanger. Justement, je n'ai pas souhaité être dans la commission permanente. D'abord pour faire émerger d'autres têtes. Il y a beaucoup de jeunes dans mon groupe. Je crois qu'il y a 5 élus même sur 46 qui sont nés en 92. Vous voyez. Donc c'est la place aux jeunes. Et moi je souhaite qu'on les mette un peu en avant parce que moi on me connaît, c'est bien, mais je suis le président du groupe. Mais il faut aussi donner la place aux jeunes. Et puis justement, j'évite cet aspect de cumul. Conseiller régional et député européen, il y a pire comme cumul, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas là-dedans d'exécutif. Non, mais vous êtes quand même globalement peu présent. Quand vous êtes présent, vous avez choisi une stratégie qui peut paraître surprenante, parce que vous êtes le principal groupe.
on pouvait s'attendre à ce que le principal groupe d'opposition soit une force certes critique, c'est son rôle, mais aussi constructive. Vous êtes plutôt, au niveau du groupe, dans la stratégie de harcèlement, régulièrement. Quand je vous observe, je suis toutes les commissions permanentes et toutes les sessions, et vous êtes dans le harcèlement permanent. Comment Philippe Richert dit, quand il y a une entente entre présidents de groupe et auquel vous participez, ces réunions où vous envoyez un de vos bras droits, il y a un certain nombre de décisions qui sont prises que vous ne respectez pas après. Ça, c'est la version Philippe Richert. Vous allez peut-être répondre aussi là-dessus. Oui, non, mais Philippe Richert, il se présente comme le centriste, humaniste, etc. Je vois qu'il peut plus faire un meeting UMP sans être copieusement hué, d'ailleurs. Il faudrait peut-être qu'il se pose des questions personnelles, parce que c'est vrai qu'il a abandonné l'Alsace. Nous souhaitons le retour des vraies régions moins lourdes, en matière d'effectifs et de nombre d'élus, bien évidemment, parce qu'il faudra alléger tout cela. Mais en tout cas, géographiquement, il faut que ça colle aux vraies régions qui sont l'Alsace, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Et lui, il se fait copieusement huer. Sur le reste, non, nous, on est très constructifs. On a proposé la promotion de la langue française. Ils ont refusé. Ils nous ont dit, on est d'accord, mais ça vient de vous, donc on refuse. Ça n'est pas de manière de faire. Nous, quand il y a une bonne idée, on vote pour. Eux, quand ils estiment qu'il y a une bonne idée chez nous, ils votent contre par principe. Vous avez voté, par exemple, pour quelle bonne idée, par exemple? On a défendu la défense du droit local. Ils ont voté contre. On a défendu donc la langue française. On a demandé à être présent on est élus comme les autres, on a demandé à être présent dans les conseils d'administration des lycées. Ils ont refusé, ce qui est une marque de sectarisme terrible. On veut mettre des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics. Vous avez voté pourquoi Quand est-ce que vous avez exprimé favorablement une proposition suggérée par Philippe Richert? Mais quand il y a quelque chose qui, par exemple... Non, mais vous n'avez pas d'exemple comme ça qui vous vient à l'esprit? On s'est abstenu sur le pacte ruralité, parce qu'on estime que c'est du saupoudrage, mais sur le principe, c'était pas mauvais. Mais malheureusement, c'était 20 millions saupoudrés, donc c'était vraiment pas grand-chose par commune, je veux dire. C'est une amorce, là. Non, on pourrait trouver, j'ai pas tout en tête, mais on peut trouver quelques votes où nous avons voté favorablement, quand on estime que ça va dans le bon sens. Ou des subventions, bien sûr. Par exemple, assez régulièrement, on peut voter pour des subventions, pour des entreprises, quand il y a des projets qui nous intéressent, on vote pour, parce qu'on estime que c'est surprennent quand même, Florian Philippot, quand un membre de votre groupe insulte une vice-présidente, parce qu'on peut appeler ça une insulte, il n'y a pas eu d'excuse publique, et il n'y a pas eu de réaction, d'indignation, ni d'excuse de la part du président de groupe. Est-ce que pour vous, le débat politique passe forcément par l'insulte ou par des excès, de langage? Parce qu'elle n'a pas insulté il n'a pas insulté Madame Debord. Ah bon, donc ça vous participe. Il parlait du parti politique. On a le droit encore de qualifier un parti politique. Non, il n'a pas souhaite. parlé du parti politique. Il a employé une expression. Mais je vois que ça vous indigne. Par contre, oui, c'est quand même un peu surprenant en termes de niveau de débat. Oui. Par contre, quand nous proposons, vous, ça vous indigne pas? Non, parce qu'il n'a jamais parlé de Madame Debord. Si. Nommément. Oui, mais vous direz cela. Non, mais là-dessus, sur le point précis, mais puisque vous êtes objectif, parce que vous saurez que non. Vous avez quand même à côté d'honneur de leçon, donc là-dessus, quand on vous met sur un point précis, vous réagissez pas, vous n'avez pas de. Moi, j'ai dit clairement, pas d'attaque nominale. On en est victime aussi, mais ça, la presse locale a plus de mal à le relever, parce que c'est vrai que Monsieur Richert bénéficie d'un traitement assez favorable. Mais c'est vrai que ça, vous êtes en train de faire votre Trump. Mais c'est vrai que là-dessus, Monsieur Rivet, quand nous proposons de savoir qui sont les fichés S, enseignants ou en tout cas plutôt personnel, les enseignants dépendent de l'éducation nationale, mais le personnel qui dépend des régions dans les lycées, et qu'on aimerait bien savoir s'il y a des fichiers S radicalisés, dangereux dans les lycées, et qu'une élue UMP intervient en disant c'est le retour de l'étoile jaune. C'est pas une insulte, ça ? Je vous ai pas vu dénoncer cela, je vous ai pas vu monter au créneau, aller voir Monsieur Richert en disant est-ce que vous condamnez? Vous auriez dû le faire. Parce que c'est une insulte extrêmement grave, et nous avons réagi. Et le pire de tout, c'est que 3 mois après, Monsieur Richert, il s'était indigné comme le Parti Socialiste contre notre proposition qui est de bon sens, de savoir s'il y a des fichiers S dans les lycées. Il l'a reprise à son compte 3 mois plus tard, ce qui prouve que ce monsieur est quand même une girouette. D'ailleurs, je crois qu'il a annoncé son soutien à Nicolas Sarkozy dans les primaires, alors que les propos étaient très acerbes entre Nicolas Sarkozy et Philippe Richert il y a quelques mois. Tous ces gens-là n'ont pas de colonne vertébrale, pas de conviction, et ça, c'est un vrai problème. Il y a un autre souci dans la gestion régionale, c'est le tropisme alsacien. Et là, j'ai des chiffres très précis. Je veux dire, sur tous les crédits, alors il y en a 20% pour le Grand Est en général, mais pour tout ce qui est fléché vers une ancienne région précisément, il y a 43% vers l'Alsace, et seulement 23% vers la Lorraine, et seulement 13% vers la Champagne-Ardenne. C'est de l'anti-redistribution, parce que l'Alsace est déjà un peu plus riche que les autres régions, et là on lui donne encore plus.
par la région. Ça, c'est le tropisme alsacien de M. Richert contre la Lorraine, contre la Champagne-Ardenne. Je pense que c'est un effet très pervers de cette gestion et un effet très pervers de cette fusion des régions qu'on avait dénoncée. Alors dites-moi, il y a encore beaucoup de questions qu'on voulait aborder. Vous parliez tout à l'heure justement des primaires. Quel est le meilleur candidat pour le FN selon vous pour 2017 ? Face à vous, quel est le meilleur adversaire ? Quel est celui duquel vous vous sentez le plus proche ? Ah, le plus proche, vraiment aucun. J'ai regardé si on peut appeler ça un débat, j'ai regardé le débat l'autre soir. Je n'ai rien retrouvé. J'ai vu un petit débat. Vous pourriez faire alliance, par exemple, avec Jean-Frédéric Poisson ? Non, parce il reste, sur certains points, il est un peu plus intéressant que les autres, mais il reste très européiste. Il est favorable. Il vous a tendu la main l'autre jour. Il a dit qu'il fallait briser le cordon sanitaire entre le FN et les Républicains. En réalité, il n'y a pas de cordon sanitaire dans la tête de quelques élites, mais pour le peuple, il n'y a pas de cordon sanitaire. Et pour vous non plus ? Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé chez M. Poisson, il est très favorable au burkini. Florian Philippot. Moi, je suis contre le burkini et je suis pour l'interdiction des signes religieux ostensibles dans l'espace public. Il n'y a pas de cordon sanitaire entre le FN et les Républicains, pour vous non plus ? Il y a surtout une grosse divergence idéologique qui fait qu'un accord n'aurait aucun sens. Ils sont européistes, communautaristes. Sarkozy a fait plus d'immigration que Jospin. Ils sont ultra-libéraux et leur programme économique et social qu'on a encore entendu l'autre soir est ravageur pour les retraités, ravageur pour les chômeurs, les travailleurs. Et c'est un programme très très dur, très très violent, qui va affaiblir d'ailleurs la croissance. Vous êtes diplômé d'HEC, vous Mais êtes juste énarque. sur un point, moi je crois que, si vous voulez, dans cette primaire, on voit bien qu'il n'y a pas de débat de fond, pas de débat d'idées. Il y a surtout une guerre de clans, une guerre de petits chefs, et ça, c'est pas très intéressant. Dans cette primaire, il y avait Bruno Le Maire. Qu'est-ce que vous pensez de sa proposition de supprimer l'ENA ? Vous êtes diplômé d'HEC, vous êtes énarque. C'est une bonne ou une mauvaise idée ? Non, je pense qu'il faut profondément réformer l'ENA, comme d'ailleurs profondément réformer beaucoup de grandes écoles qui assurent trop de reproduction sociale. Alors moi, je suis pas dans la reproduction sociale. Je suis, fils d'instituteur de l'école publique. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants de la haute bourgeoisie, comme Monsieur le maire, et je pense que ça n'est pas sain. Il y en a plus, en proportion plus qu'il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Donc il faudrait revoir la sélection et faire en sorte que l'enseignement soit plus utile pour les futurs gestionnaires de l'État. Maintenant, je ne vois pas pourquoi, et je pense que c'est un petit peu démago, je ne vois pas pourquoi, alors qu'il y a des écoles de hauts cadres, de hauts dirigeants pour les entreprises, ce qui est normal, pour l'administration locale, ce qui est normal avec l'INET, ou pour d'autres domaines. Il y a des écoles à chaque fois qui forment les hauts managers, les hauts dirigeants. Je ne vois pas pourquoi l'État serait la seule structure qui ne formerait pas ces hauts cadres et ces hauts dirigeants. Ça n'a pas beaucoup de sens et c'est surtout contre-productif. Si on a créé justement cette école après la Seconde Guerre mondiale, c'était pour que l'État se dote d'une structure de hauts dirigeants. Nadine Morano s'est opposée cette semaine à la trésorerie à Toul au paiement d'amende par un homme d'affaires algérien pour le port du niqab. Vous la soutenez dans cette démarche ? Oui, je la soutiens, oui, bien sûr. Je la soutiens parce que, d'ailleurs, j'étais assez choqué de voir que les ordres du préfet et donc du ministre de l'Intérieur, M. Cazeneuve, étaient d'intervenir contre elle et non pas contre M. Nekaz, c'est ça, Rachid Nekaz, l'homme d'affaires milliardaire algérien qui paye les amendes du niqab. Non, mais moi, il a dit, il était franco-algérien, il a renoncé à la nationalité française en 2013. Mais là, il est venu payer une amende, c'est tout à fait légal. Et il a dit à l'époque, je suis extrêmement fier de renoncer à la nationalité française. Donc moi, je dis, la France devrait être extrêmement fière de l'expulser du territoire national. Parce que je ne vois pas pourquoi la France s'embête à conserver sur son sol quelqu'un qui vient payer les amendes d'actes interdits par la loi, c'est-à-dire le port du niqab, du voile intégral. Et je pense que c'est un trouble à l'ordre public et que la France devrait interdire de territoire national Monsieur Rachid Nekaz, qui n'a plus rien à faire en France et qui lui-même dit « je suis très fier de ne pas être français ». C'est son droit, mais nous, on devrait être très fiers de l'expulser. Pour interdire le paiement des amendes par des tiers a été voté par le Sénat. C'est une bonne mesure. Il faut faire en sorte que ce paiement d'amende soit le plus compliqué possible. Après, il y aura toujours des astuces. Il pourra toujours aller voir les femmes directement, payer pour... Bon. Mais c'est vrai qu'il faut rendre le chemin le plus compliqué possible. Donc tant mieux. Maintenant, je pense que la vraie solution, c'est quand même de l'expulser du territoire national. Et il n'est plus français, il en est content. Très bien, nous, on sera content de l'expulser. Je rappelle quand même que le voile intégral est une soumission, un asservissement terrible pour les femmes. Et que on ne doit pas se réjouir de voir se développer le voile intégral, le burkini, tous ces habits moyenâgeux, ces uniformes islamistes qui sont des asservissements pour la femme, alors que nous avions quand même une conception de la femme qui était l'égale de l'homme. Et ça doit rester la règle. Un mot sur 2017. Vous serez candidat aux législatives en Moselle ?
Oui, je serai candidat dans la 6e circonscription de Moselle, qui est la mienne, à Forbach, et dans la circonscription. Quel est l'objectif pour le FN en 2017? Combien d'avoir de députés, par exemple? Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? Vous savez que les législatives viennent après la présidentielle. Notre objectif est de gagner la présidentielle. C'est parfaitement possible. Marine Le Pen, présidente de la République. Et donc l'objectif est ensuite d'avoir une majorité législative. C'est dans un effet évidemment très positif d'entraînement. Je crois que c'est tout à fait souhaitable pour la France. On ne va pas repartir avec le président d'hier, le Premier ministre d'avant-hier ou des gens qui ont été Vous voulez être son Premier ministre, par exemple, à Marine Le Pen? C'est ça aussi votre objectif? Ah mais moi, je souhaite être le plus utile possible et c'est à la présidente de la République d'en décider. Le président de la République actuel, encore en poste, encore oui, pour quelques mois, vient en Lorraine demain. Respecter son engagement puisqu'il a promis de revenir tous les ans. Il vient inaugurer un centre de recherche publique. Cette création de recherche publique autour de l'acier, ça vous paraît une bonne idée ou Il l'inaugure tous les ans en fait. Parce que moi j'ai déjà participé à une inauguration avec lui du même centre au même endroit. C'est la pose la première pierre. Hein. Oui voilà, c'est ça. Donc il vient pour annoncer l'inauguration, il revient un an plus tard pour mettre la première pierre. Peut-être qu'il sera plus élu, mais il serait revenu l'an prochain pour mettre la deuxième pierre. Mais sur le centre lui-même, ça vous paraît une bonne idée d'avoir fait ce centre ou pas? Si ça crée quelques emplois, tant mieux. Mais on sait bien que c'est pas du tout à la hauteur de la destruction de l'industrie française et de la trahison de Gandrange puis de Florange. Il aurait fallu nationaliser au moins temporairement ce site qui était rentable. C'est ce que nous proposions. Et l'État stratège que nous demandons, que nous souhaitons de nos voeux, pourra se redévelopper. Mais ça nous pose la question de l'Europe. On ne peut pas se développer si on est soumis à un dumping social, environnemental absolument intenable. Voilà, messieurs, on arrive au terme de cette émission. Merci d'y avoir participé. Merci Philippe Privé, merci Florian Philippot. Dimanche en politique, ça continue sur France 3 avec Francis Letellier. Il reçoit Stéphane Le... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour Dimanche en politique avec aujourd'hui Florian Philippot. Élu député européen en 2014, conseiller régional, comment cet eurosceptique se sent-il dans son costume d'eurodéputé? Quel rôle joue-t-il au sein de l'opposition régionale et quels sont ses objectifs pour 2017? Le numéro 2 du FN est notre invité. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Est venu nous rejoindre sur ce plateau Philippe Privé de l'Est républicain. Bonjour. Bonjour Francine. Évidemment, vous, téléspectateurs, vous pouvez réagir et commenter. Sans les déplacements des jeunes qui vont faire des études à l'étranger, tout ça c'est très très bien. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est plus du tout là. Aujourd'hui, c'est vraiment une petite poignée de technocrates pas élus à Bruxelles, sous l'influence de lobbies bancaires, de lobbies financiers, de multinationales, qui décident pour l'avenir de centaines de millions de personnes et qui décident contre la démocratie. Mais concrètement, quelle est votre implication réelle dans les dossiers européens? Si je prends par exemple les statistiques du Parlement, vous êtes peu présent tout de même, 66% de taux de présence par exemple en plénière. C'est peu par rapport à d'autres députés européens. La moyenne se situe aux alentours de 80%. Ça veut dire que les questions européennes... L'Union européenne n'existe plus, en tout cas telle qu'elle est. Mais j'y vais parce que ça existe, il faut être pragmatique, pour défendre les intérêts de la France, pour récupérer notre souveraineté nationale, qui est quand même l'indépendance des Français, la démocratie. Et c'est exactement ce que nous faisons. Rien dans le projet européen n'a grâce à vos yeux? Non, il y a eu au départ, je pense qu'au départ, il y avait une idée très saine de coopération entre les nations et c'est vers ce modèle-là qu'il faut de nouveau tendre. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le traité de l'Élysée, De Gaulle, Adenauer en 63. J'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'on a fait avec Arianespace, avec Airbus, c'est-à-dire des projets industriels intéressants. Durant cette émission, le hashtag s'affiche Dimanche en politique Lorraine. Vous avez été élu eurodéputé en 2014. Vous et vos alliés, vous avez créé un groupe, l'Europe des nations et des libertés. Résultat, plus de temps de parole, plus de subventions. Vous êtes, comme les autres députés, payés par l'Europe. Profitez des ressources de l'Europe pour taper sur l'Europe en permanence. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Non, c'est respecter le mandat qu'on a reçu des électeurs. Moi, j'ai fait une campagne extrêmement claire en 2014 en disant je vais là-bas. Je souhaiterais que ça n'existe pas. Moi, je souhaiterais que ne vous passionne dans le pas premier plus que tiers systématiquement des députés français au Parlement européen. Premier tiers. C'est vérifiable sur Map Ranking qui chaque semaine. C'est une comparaison un peu osée parce qu'on sait globalement que les députés européens français sont peu présents. Vous êtes parmi les moins présents des. Ah non, c'est pas vrai. Non. Je suis présent à chaque session plénière. J'y étais encore il y a peu. On en a une dans 8 jours. Non, parce que ce sont les taux de présence qui sont communiqués par le Parlement européen. Beaucoup de questions écrites, beaucoup d'amendements, beaucoup de propositions de résolution, beaucoup vraiment d'interventions utiles sur le fond des débats, beaucoup plus que d'autres députés. Je crois qu'on est très très présent. D'ailleurs, les députés